Une jeune marathonienne est partie faire son jogging matinal sur les sentiers pittoresques de Napa et n'est jamais revenue. Sa voiture était toujours garée au départ du sentier, intacte. Pendant 2 années d'angoisse, ses proches ont cherché des réponses qui semblaient impossibles à trouver. Mais soudain, le cochon trufficulteur d'un chef à la retraite s'est mis à creuser frénétiquement dans un coin reculé des bois. Et ce qui a émergé de terre était une preuve qui allait révéler ce qui s'était réellement passé ce matin-là. À la mi-septembre, l'air de la Napa Valley est d'une intensité particulière. C'est une chaleur sèche et dorée, imprégnée du parfum de la terre brûlée par le soleil, du romarin sauvage et de la douce promesse lointaine du mûrissement des raisins. Pour les habitants de cette région, le paysage ne se résume pas à des collines vallonnées et à des vignobles de renommée mondiale. C'est un vaste jardin d'une beauté sauvage, sillonné par un réseau de sentiers qui serpentent à travers des forêts de chênes et s'élèvent jusqu'aux crêtes couvertes de chaparral. Ces sentiers sont un sanctuaire pour les randonneurs, les vététistes et les coureurs, attirés par le défi tranquille du terrain. Veronica Ansli était l'une de ces personnes. À 28 ans, elle se déplaçait avec la grâce disciplinée de quelqu'un qui comprenait la mécanique de son propre corps. En tant que kinésithérapeute, elle a consacré sa vie à guérir et à renforcer les autres, un principe qu'elle appliquait à elle-même avec une rigueur inébranlable. C'était une marathonienne passionnée, un spectacle familier sur les sentiers locaux, sa queue de cheval blonde formant un métronome régulier dans son dos tandis qu'elle enchaînait les kilomètres exténuants. Ses amis et sa famille la voyaient comme un modèle de force et de dynamisme, une femme qui trouvait autant de paix dans la solitude d'une longue course qu'en compagnie de ses proches. Son petit ami, David Chen, ingénieur informatique et passionné de plein air, était souvent à ses côtés. L'après-midi du mardi 15 septembre 2020, ils ont couru ensemble sur le sentier de terre familier du Channel Trail, un itinéraire que les locaux appellent le CHNH. Comme David le raconterait plus tard aux enquêteurs, c'était un après-midi parfait. Ils s'arrêtèrent à un carrefour bien connu, signalé par un panneau en bois patiné par les intempéries. Les lettres gravées étaient « CHNH » avec une flèche, et en dessous, le nombre 500. Il se souvenait avoir sorti son téléphone, voulant immortaliser l'instant. Veronica, rouge après sa course, s'appuyait contre le panneau, une bouteille d'eau à la main. Elle affichait un sourire naturel, radieux et sincère. Le déclic de l'appareil photo figea l'image, ses yeux brillants, la fine couche de sueur sur son front, le décor d'arbres à perte de vue et d'herbes dorées. C'était la dernière photo d'elle jamais prise. Leur routine était confortable, bien établie. David avait une réunion de travail à Sacramento le lendemain, un événement de 2 jours qu'il ne pouvait manquer. Il partit avant l'aube le mercredi 16 septembre. Leurs adieux furent brefs, un baiser endormi dans la pénombre de leur appartement, le genre d'adieu décontracté qui se répète 1000 fois dans une vie partagée. Il lui dit qu'il l'appellerait le soir même de l'hôtel. Il n'avait aucun moyen de savoir que le silence à l'autre bout du fil allait bientôt se transformer en un rugissement assourdissant. L'hôtel de conférence de Sacramento était à 1000 lieues des sentiers poussiéreux de Napa. C'était un environnement stérile, avec ses murs beiges, ses néons et le léger bourdonnement de la climatisation. David assistait aux discours et aux ateliers, son esprit revenant parfois à sa course avec Veronica, à la sensation du soleil sur sa peau. Vers 19 h, il retourna dans sa chambre, desserra sa cravate et composa son numéro. Il tomba directement sur la messagerie vocale. Il ne s'en inquiéta pas, du moins pas au début. Il imagina la batterie de son téléphone déchargée après une longue journée à la clinique. Ou peut-être était-elle partie se promener le soir et avait-elle oublié son téléphone. Il envoya un bref message. « Salut, j'espère que tu as passé une bonne journée. Appelle-moi quand tu auras reçu ce message. » Il commanda le service en chambre, regarda la télévision pendant 1 heure et la renouvela. Messagerie vocale. Un léger malaise se forma dans son estomac. Veronica était méticuleuse. Elle respectait son emploi du temps, et le rappel du soir était un moment fixe de leur journée, surtout lorsque l'un d'eux était absent. Il envoya un autre SMS, plus direct cette fois. « Je commence à m'inquiéter. Tout va bien ?» Il attendit. Les 3 points de la réponse n'apparurent jamais.
Le silence dans la chambre d'hôtel semblait plus pesant, amplifié par l'absence de sa voix. À 22 heures, le malaise s'était transformé en une réelle inquiétude. Il consulta ses contacts et appela Sarah, la meilleure amie de Véronica. « Salut, désolé d'appeler si tard », commença-t-il en essayant de garder une voix calme. « As-tu eu des nouvelles de Véronica aujourd'hui ?» La réponse de Sarah fut immédiate, teintée de sa propre confusion. « Non, je n'en ai pas eu. Je trouvais juste bizarre qu'elle ne m'ait pas rappelé cet après-midi. Elle ne fait jamais ça. » Cette confirmation fit trembler David d'effroi. Il n'était pas le seul. Personne n'avait eu de ces nouvelles. La logique soigneusement construite d'une batterie déchargée ou d'un téléphone oublié s'effondra, remplacée par une terreur sombre et informe. Il passa le reste de la nuit à arpenter sa chambre d'hôtel, téléphone à la main, appelant son numéro toutes les 30 minutes. À chaque fois, la voix automatique à l'autre bout du fil lui semblait un jugement, une confirmation qu'elle était hors de portée. Les heures s'étiraient jusqu'à devenir une éternité de silence, chaque tic-tac de l'horloge étant un coup de marteau contre son espoir. Les premières lueurs de l'aube du jeudi 17 septembre n'apportèrent aucun soulagement, seulement une certitude angoissée. David quitta son hôtel avant le lever du soleil et prit la route du retour vers Napa, son esprit imaginant 1000 scénarios terribles. En conduisant, il passa l'appel qu'il n'aurait jamais imaginé devoir passer. Il composa le 911 et, d'une voix brisée par un mélange de peur et d'épuisement, annonça la disparition de Véronica Ansley. Il expliqua sa routine au répartiteur du bureau du shérif du comté de Napa avec une clarté méticuleuse, sa constante habitude, une course en solitaire chaque matin où elle ne travaillait pas, toujours sur le réseau de sentiers CHNH. Elle serait partie vers 8 heures mercredi. Elle aurait dû être rentrée à 10 heures au plus tard. Le répartiteur, formé pour gérer la panique avec calme, a pris note de l'information et lui a assuré que des agents seraient immédiatement envoyés au début du sentier. Quand David arriva enfin, la zone était déjà bouclée par du ruban jaune. 2 voitures de patrouille étaient garées près de l'entrée, leur présence constituant une violation flagrante et officielle du calme environnant. Et là, cachée au fond du parking poussiéreux, se trouvait la berline argentée de Véronica. Elle était verrouillée, intacte. Une bouteille d'eau à moitié vide était posée sur la console centrale. Une paire de lunettes de soleil était posée sur le siège passager. La voiture était un témoignage silencieux et glaçant. Elle avait atteint le sentier. Elle avait commencé sa course, comme toujours. Mais quelque part dans l'immensité sauvage et ensoleillée qui s'étendait au-delà du parking, Véronica Ansley avait disparu et les recherches pour la retrouver ne faisaient que commencer. La réaction initiale du bureau du shérif du comté de Napa fut rapide et conforme aux règles. Le point de départ du sentier, autrefois une porte d'entrée paisible vers la nature sauvage, devint l'épicentre d'une enquête en plein essor. Un ruban jaune, austère et artificiel, contrastant avec les bruns et les verts naturels du paysage, délimitait la voiture de Véronica et un large périmètre autour d'elle. Les premiers adjoints arrivés avançaient avec un calme acquis, le visage sombre. Ils photographiaient le véhicule sous tous les angles, la fine couche de poussière sur son capot marquant silencieusement le temps écoulé depuis son arrivée. À travers la vitre, les objets banals à l'intérieur, les lunettes de soleil, la bouteille d'eau avait pris une signification sinistre. Objet d'une vie brusquement interrompue. Une première équipe d'adjoints parcourut rapidement les 100 premiers mètres du sentier CHNH. Ils marchaient lentement, scrutant le sol, les broussailles, les branches basses des chênes. La forêt était d'un calme troublant, l'air immobile et chaud. Chaque bruissement de feuilles, chaque chant d'oiseaux lointain semblait contenir une interrogation. Ils n'ont rien trouvé. Pas de traces de frottement, pas de clé tombée, pas de traces de lutte. C'était comme si Véronica avait tout simplement disparu du paysage dès qu'elle avait posé le pied sur le sentier. L'immensité du parc les dominait, témoins silencieux et indifférents. Les adjoints savaient, en contemplant cette étendue dense d'arbres et de collines, que ce n'était pas une tâche pour une poignée d'officiers. Il faudrait une armée. Vers midi, l'armée commença à arriver. Le parking était bondé de véhicules de l'équipe de recherche et de sauvetage du comté de Napa,
camions et fourgonnettes blancs arborant l'insigne officiel. Un poste de commandement mobile, un grand camping-car équipé de radios et de liaisons satellites, était installé à l'ombre d'un chêne géant. Des bénévoles chevronnés, hommes et femmes trentenaires, quadragénaires et quinquagénaires, sont apparus, le visage empreint d'un mélange familier de détermination et de solennité. C'étaient des enseignants, des électriciens et des retraités qui consacraient leur temps libre à la recherche des disparus. Le chef de l'équipe de recherche et de sauvetage, un certain Frank Hewitt, au visage buriné et aux yeux marqués par ses opérations, déroulait une immense carte topographique sur une table pliante. Le réseau complexe de courbes de niveau représentait un terrain accidenté, fait de montées abruptes, de ravins profonds et d'innombrables sentiers entrecroisés, dont beaucoup étaient non officiels et non entretenus. Il commença à marquer la carte avec un crayon gras rouge, traçant l'itinéraire probable de Veronica, établissant des grilles de recherche et assignant des secteurs aux différentes équipes. David se tenait à proximité, tel un fantôme à la limite de l'activité, le visage pâle et tiré. Il répondait aux questions, confirmait des détails sur l'équipement et la condition physique de Veronica. Mais son regard ne cessait de dériver vers le sentier, vers la sombre ouverture dans les arbres qui avaient englouti la femme qu'il aimait. Le bourdonnement de l'organisation, le crépitement des radios, la préparation méthodique, tout cela semblait être une réponse terriblement inadéquate au silence profond et terrifiant qui s'était abattu sur sa vie. Alors que les équipes au sol se préparaient à se déployer, les unités canines arrivèrent. La vedette de l'unité était un berger allemand nommé Ranger, vétéran de dizaines de recherches. Sa maîtresse, une femme discrète nommée Maria, le conduisit jusqu'à la voiture de Veronica. Elle ouvrit la portière côté conducteur et laissa le chien inspirer, son odorat puissant cataloguant la signature olfactive unique de la disparue. Au bout d'un moment, Ranger émit un gémissement sourd et un aboiement aigu, signalant qu'il tenait la piste. Maria lui donna l'ordre, et le chien s'élança, l'attirant vers le début du sentier d'un pas assuré et enthousiaste. Pendant le premier kilomètre, le chien se montra implacable. Il suivit le chemin de terre principal sans hésitation, la queue haute, la concentration absolue. Les membres de l'équipe de recherche qui suivaient ressentaient un optimisme prudent. C'était ainsi que cela devait fonctionner. Le chien était sur la piste. Une découverte semblait imminente. Mais ils atteignirent une bifurcation. Le sentier principal continuait tout droit, tandis qu'un chemin plus petit, moins fréquenté, bifurquait à gauche, descendant vers le lit ombragé d'un ruisseau. Ranger s'arrêta net. Il haletait, le nez crispé, reniflant l'air, puis le sol. Il fit quelques pas sur la bifurcation de gauche, puis revint sur ses pas, contournant le carrefour avec une agitation croissante. Il regarda Maria, son assurance disparue, remplacée par une confusion visible. La trace olfactive, si forte quelques instants auparavant, s'était évanouie. C'était comme si Veronica avait été soulevée de là, ne laissant aucune trace de sa direction, ni même si elle avait complètement quitté le sol. Maria tenta de l'amadouer, de le convaincre de retracer la piste, mais le chien était déterminé. La piste était froide. Le premier véritable espoir de recherche s'était évaporé dans l'air sec de Napa, ne laissant aux équipes qu'une vaste étendue sauvage et impitoyable, et 1000 fausses pistes à explorer. De retour au poste de commandement, les enquêteurs interrogeaient les quelques autres randonneurs présents dans le secteur mercredi matin. La plupart n'avaient rien vu d'anormal. Mais un couple de personnes âgées, les Henderson, s'est approché d'un adjoint, le visage marqué par l'inquiétude. Ils ont expliqué qu'ils avaient parcouru un autre réseau de sentiers, le Lower Ridge Trail, à environ 5 km de là. Vers 11 h mercredi matin, alors qu'ils retournaient à leur voiture, ils ont été témoins d'une scène inquiétante. Une jeune femme blonde, correspondant à la description générale de Veronica, était en pleine dispute avec un homme à côté d'une camionnette bleu foncé poussiéreuse garée au départ du sentier isolé. Il n'entendait pas les mots, mais l'homme avait une attitude agressive et la femme semblait angoissée. L'inspecteur principal, un certain Bill Sutton, examina les informations. Le lieu était erroné, l'heure un peu tardive, mais c'était la seule piste tangible qu'ils avaient. Une femme correspondant à la description, une dispute, un véhicule. C'était un récit,
une piste à suivre. Dans le silence de la disparition de Veronica, c'était le chant des sirènes. Des ressources furent immédiatement mobilisées. Un avis de recherche fut émis pour la camionnette bleue. Des voitures de patrouille furent dépêchées sur les routes secondaires et une équipe d'agents fut dépêchée pour ratisser le secteur du Lower Ridge Trail. Pendant les 6 heures qui suivirent, une grande partie de l'enquête se concentra sur la poursuite du camion bleu fantôme. Ce fut une perte de temps considérable, une course-poursuite désespérée qui ne mena finalement à rien. L'homme et la femme ne furent jamais identifiés, et la piste se perdit, ne laissant derrière elle que le goût amer du travail vain. Tandis que les équipes au sol se battaient dans des impasses, les recherches aériennes s'avéraient tout aussi vaines. Un hélicoptère de la California Highway Patrol fendit le ciel, ses pales produisant un vrombissement rythmique qui résonnait sur les parois du canyon. Vu du ciel, l'immensité du parc était impressionnante. L'observateur, sanglé dans son siège, scrutait le paysage avec des jumelles puissantes, son regard parcourant l'infinie tapisserie verte et brune en contrebas. Mais la dense canopée de chênes et de madrones formait un bouclier presque impénétrable. Il distinguait les sentiers, minces bandes de terre, mais le terrain qui les bordait était noyé dans l'ombre. Il aperçut un cerf, un renard, mais aucune trace de couleur, aucun signe de personne en détresse. Les drones offraient une perspective plus intime, mais tout aussi frustrante. Les pilotes au poste de commandement guidaient les petits aéronefs à travers ravins et crêtes, leurs caméras haute résolution transmettant en direct les images au moniteur. Ils volaient en quadrillage, parcourant méticuleusement carré après carré de nature sauvage. Ils fixèrent des écrans pendant des heures, observant défiler un monde de roches et de broussailles, espérant y trouver un seul pixel inapparent. Mais le drone ne vit que ce que la forêt voulait qu'il voie, des arbres, des rochers et des ombres profondes et sombres qui pouvaient tout cacher. Au 4e jour des recherches, une lueur d'espoir a été ravivée, cette fois par un bénévole. Il s'appelait Léo, un étudiant qui passait ses vacances d'été chez lui. Il avait été affecté à une équipe de débroussaillage chargée de fouiller les zones difficiles hors sentier que les groupes principaux contournaient. Il s'engageait sur une pente raide et dangereuse, encombrée de manzanitas épineux, à des centaines de mètres du sentier principal où le chien avait perdu la piste. C'était un travail lent et frustrant. Alors qu'il écartait une branche, un éclair de couleur attira son regard. C'était un rose vif, surprenant, contrastant avec les tons ternes du sol de la forêt. Il s'agenouilla, le cœur battant. Un unique lacet de chaussures aux couleurs vives était fermement accroché à une épine. Il était propre, presque neuf. Il contacta immédiatement le poste de commandement par radio. La réponse fut électrique. David avait fourni des photos des chaussures de course de Veronica au déoca rose vif. Le lacet était parfaitement assorti. En moins d'1 heure, la zone grouillait de personnel de recherche et sauvetage. Ils établirent un nouveau quadrillage centré sur l'emplacement du lacet. Pendant le reste de la journée, ils parcoururent la colline centimètre par centimètre, un travail minutieux de débroussaillage et de tri des feuilles mortes. Ils n'ont rien trouvé d'autre. Aucun vêtement, aucun sac à dos, aucune trace de lutter, surtout, pas de Veronica. La découverte du lacet fut à la fois une découverte et un supplice. Elle prouvait qu'elle était bien là, loin du sentier, mais n'offrait aucune explication quant au comment ni au pourquoi. Avait-elle été entraînée là? Avait-elle couru en panique? L'avait-elle simplement laissé tomber? L'unique indice, vibrant, flottait dans l'air, un point d'interrogation suspendu au-dessus d'un paysage qui refusait toute réponse. Au fil des jours, l'enquête s'est repliée sur elle-même, comme toujours. Les enquêteurs ont rencontré David dans une pièce calme du commissariat. Les questions, polies mais inquisitrices, visaient à démonter la chronologie et à révéler les incohérences. Ils lui demandèrent de raconter son voyage à Sacramento minute par minute. Où s'était-il arrêté pour faire le plein? À quelle heure était-il arrivé à l'hôtel? À qui avait-il parlé lors de la conférence? David, épuisé par le chagrin et le manque de sommeil, répondit à toutes leurs questions, sa frustration couvant sous une apparence de coopération lasse. Pendant qu'il parlait, une autre équipe de détectives s'affairait déjà à vérifier sa version des faits.
Ils ont extrait ses relevés de carte bancaire, confirmant un achat chez Starbucks à Sacramento. Ils ont obtenu des images de sécurité de l'hôtel le montrant à l'enregistrement à l'heure exacte indiquée. Ils ont demandé à comparaître ses relevés de téléphone portable, et les données des antennes relais étaient irréfutables. Son téléphone avait constamment capté les antennes relais le long de l'autoroute I-80 et à Sacramento pendant toute la durée de la disparition de Veronica. Il était, sans aucun doute, exactement là où il avait dit être. L'inspecteur principal l'informa qu'il était innocenté. Ce moment aurait dû être un soulagement, mais pour David, il ne fit qu'accroître son désespoir. S'il n'était pas responsable, alors un inconnu l'était, et cette possibilité était infiniment plus terrifiante. Au bout de 2 semaines, le soleil implacable de Napa avait durci le sol et le vent avait balayé les sentiers. Les recherches avaient couvert plus de 120 km² de terrain accidenté. Les bénévoles étaient épuisés, leurs espoirs s'amenuisant. Les ressources étaient limitées et les chances de retrouver Veronica vivante étaient quasiment nulles. Le matin du 30 septembre, Frank Witt, commandant de la SAR, a lancé l'appel. Lors d'une brève conférence de presse près du point de départ du sentier, il s'est présenté devant une rangée de microphones et a annoncé la suspension des recherches actives à grande échelle pour retrouver Veronica Ansley. Il a utilisé un langage formel et prudent, passant à des recherches limitées et continues. L'enquête reste ouverte, mais le message était clair, l'armée rentrait chez elle. Le poste de commandement a été démantelé. Les cartes ont été enroulées et le ruban jaune a été retiré. Alors que le dernier camion SR quittait le parking, les sœurs de David et Veronica se tenaient ensemble au bord du sentier. Les bruits familiers des recherches, les radios, les hélicoptères, les cris des bénévoles avaient disparu, remplacés par le profond et terrible silence de la nature sauvage. La forêt avait pris son secret et, pour l'instant, refusait de le rendre. 1 année, c'est long. C'est assez long pour que les saisons changent, que les blessures se cicatrisent et que les arrêts vives d'une crise soient adoucis par le rythme effréné du quotidien. Pour le public, l'histoire de la coureuse de Napa disparue s'était estompée. Son visage, autrefois présent dans les journaux locaux et sur les panneaux d'affichage, était désormais rarement vu. D'autres tragédies, d'autres gros titres, avaient pris sa place. Les rubans jaunes qui ornaient autrefois les arbres près du départ du sentier s'étaient effilochés et étaient tombés, se fondant à nouveau dans le paysage. À l'automne 2021, 1 an après la suspension des recherches, le dossier de Veronica Ansley a été officiellement transféré aux archives des affaires non résolues du bureau du shérif du comté de Napa. Il s'agissait d'une étape procédurale, une reconnaissance discrète que toutes les pistes avaient été épuisées. L'épais classeur contenant son dossier rempli de cartes topographiques, de témoignages et de l'unique photo d'un lacet rose était posé sur une étagère, aux côtés de dizaines d'autres. Chaque dossier représentait une vie interrompue, une histoire sans fin. Veronica n'était plus qu'une statistique, un puzzle en attente d'une pièce manquante qui pourrait bien ne jamais être retrouvée. La nature avait gagné. Mais pour la famille de Veronica, il n'y avait pas d'affaires classées. Son absence était une présence quotidienne crue, un vide que le temps ne pouvait combler. Sa sœur cadette, Jessica, devint malgré elle le porte-flambeau de la famille. Graphiste de formation, elle canalisa son chagrin en action. Elle créa une page Facebook, Find Veronica Ansley, qui devint rapidement le centre numérique d'une communauté restreinte mais résolument dévouée de soutien. Elle a publié la dernière photo prise par David, le sourire éclatant de Veronica, contrastant fortement avec l'obscurité grandissante du mystère. Elle a partagé souvenirs, anecdotes et demandes d'informations. Ces publications témoignent d'un refus constant de laisser l'histoire de sa sœur tomber dans l'oubli. À l'occasion de l'anniversaire de la disparition de Veronica, Jessica organisa une course commémorative. Des dizaines de coureurs locaux se rassemblèrent au départ du sentier CHNH. Leur humeur était sombre, mêlant souvenirs et défis. Ils parcoururent ensemble le premier kilomètre du sentier, une procession silencieuse sur le chemin poussiéreux, avant de retourner au parking pour partager leurs anecdotes et lâcher des ballons dans le vaste ciel indifférent. C'était un rituel d'espoir face au désespoir. Une façon de perpétuer l'esprit de Veronica à l'endroit même où elle avait été vue pour la dernière fois.
Pendant ce temps, dans les recoins les plus obscurs d'Internet, l'histoire de Véronica prenait une tournure différente. Sur les forums Reddit et les blogs de faits divers, des détectives amateurs décortiquaient chaque détail de l'affaire. Les théories se multipliaient comme des spores dans l'obscurité. Certains avançaient un accident tragique, une chute dans un ravin inconnu, son corps dissimulé par la densité du terrain. D'autres évoquaient une attaque de pumas, invoquant l'éloignement du lieu et l'absence de lutte au début du sentier. Une théorie plus tenace était celle d'une disparition planifiée. Véronica, malgré sa vie apparemment heureuse, avait-elle simplement disparu? L'absence de preuve était, pour certains, une preuve en soi. Elle était en forme, intelligente et connaissait la nature sauvage. Aurait-elle orchestré sa propre disparition? L'idée, bien que douloureuse pour sa famille, offrait une lueur d'espoir qu'elle soit peut-être encore en vie quelque part. 18 mois après la disparition de Véronica, au printemps 2022, un incident terrifiant a semé la peur dans la communauté de Napa et a brièvement ravivé l'intérêt pour son cas. Une femme d'une vingtaine d'années faisait son jogging sur un sentier à environ 8 km du lieu de la disparition de Véronica. Elle a déclaré avoir été suivie par un homme au volant d'une berline d'un modèle ancien et quelconque. Il s'était garé sur un arrêt et l'avait observée passer en courant. Au retour, il se tenait devant sa voiture. À son approche, il s'est exposé à elle avant de remonter dans son véhicule et de s'éloigner à toute vitesse. La femme, bien que secouée, a pu fournir une description vague de l'homme et de sa voiture. L'incident rappelait de façon glaçante la fausse piste de la première recherche, un homme se disputant avec une femme près d'une camionnette. La crainte d'un prédateur rôdant dans les parcs autour de Napa refit surface avec acharnement. Le bureau du shérif augmenta ses patrouilles et lança des avertissements publics. Pendant quelques semaines, le dossier de Véronica fut retiré des dossiers non résolus. Les enquêteurs réexaminèrent la possibilité qu'elle ait été victime d'une attaque prédatrice aléatoire. L'homme qui s'était dénoncé était-il le même que celui qui avait enlevé Véronica? La théorie était convaincante, mais elle n'a finalement mené à rien. L'homme n'a jamais été identifié. Aucun autre incident n'a été signalé. Le pick-up bleu de la première observation est resté un fantôme. En l'absence de nouvelles preuves reliant le flasheur à la disparition de Véronica, la brève étincelle d'activité sur son dossier s'est estompée. Le dossier a été remis sur l'étagère, et le vide des 18 derniers mois s'est réinstallé, plus profond et plus silencieux qu'auparavant. Le prédateur de la piste, s'il existait, restait une ombre, et la vérité sur ce qui était arrivé à Véronica Ansley restait enterrée quelque part dans les collines, en attente. 2 ans après la disparition de Véronica, les verts éclatants du printemps de Napa avaient laissé place au doré profond et brûlé par le soleil du début de l'automne. L'air était sec, le sol dur, et les forêts étaient une véritable poudrière attendant une étincelle. C'est dans ce décor, par une fraîche matinée d'octobre 2022, qu'une histoire depuis longtemps oubliée allait être ravivée par des sources des plus improbables. Michael Petro, chef cuisinier à la retraite, la soixantaine bien avancée, s'était découvert une seconde passion après avoir raccroché son tablier, la chasse aux truffes. Un passe-temps qui combinait son amour des produits gastronomiques avec son appréciation de la solitude paisible des bois. Sa partenaire dans cette aventure était Rosie, un cochon cune-cune dont le museau perspicace était bien plus efficace que celui de n'importe quel chien. Ce matin-là, Michael et sa femme Sarah s'étaient enfoncés dans leur vieux pick-up au cœur d'une forêt de chênes isolée du comté de Napa, à des kilomètres de tout sentier balisé ou parc public. Il s'agissait d'un terrain privé, un immense ranch dont le propriétaire avait autorisé Michael à cueillir, sachant qu'il respectait le terrain. Il se trouvait dans une zone prometteuse, le sol humide et ombragé sous un bosquet de chênes centenaires. Rosie, d'habitude méthodique, commença à creuser avec une excitation frénétique, presque fiévreuse. Ses reniflements étaient secs et insistants. « Elle en a un gros, Sarah !» cria Michael, un sourire illuminant son visage. Il s'agenouilla près du cochon, ses mains s'activant pour l'aider à dégager la terre riche et sombre. Il s'attendait à sentir la forme ferme et arrondie d'une précieuse truffe noire. Au lieu de cela, sa pelle heurta quelque chose de mou et de malléable, quelque chose qui céda avec une souplesse écœurante et anormale.
Il marqua une pause, les sourcils froncés. Il poussa doucement Rosie et commença à creuser plus prudemment avec ses mains. Il déblaya la terre et les feuilles, ses doigts effleurant une surface fine et lisse. C'était du plastique. Il en contourna les bords, son excitation initiale se transformant en appréhension. L'objet était un sac enfoui à peine 30 cm sous la surface. D'un dernier coup, il le dégagea de la fosse peu profonde. Michael se releva, tenant le sac. C'était un sac en plastique translucide, semblable à celui d'un sac d'épicerie, recouvert de terre et de crasse, mais son contenu était horriblement visible à travers la pellicule usée. Sarah haleta, la main portée à sa bouche. À l'intérieur, emmêlée dans un désordre compact et souillé, se trouvait une tenue de sport féminine, un soutien-gorge de sport rose et blanc délavé et un short de course noir. À côté des vêtements se trouvaient d'autres objets plus intimes, un préservatif usagé et déroulé, un emballage bleu de Durex scellé et un tampon usagé. Ces objets formaient un tableau grotesque, une histoire de violence et de viol préservée dans la terre. L'air, quelques instants auparavant chargé d'odeurs de chêne et de terre humide, semblait maintenant chargé de la puanteur d'un secret longtemps gardé. Le regard de Sarah était fixé sur le vêtement souillé à l'intérieur du plastique. C'était le soutien-gorge de sport, dont le dégradé distinctif de blanc à rose captait son attention, faisant surgir une image à moitié oubliée des profondeurs de sa mémoire. Son esprit s'emballa, reliant les points avec une clarté soudaine et écœurante. Le coureur disparu, les reportages d'il y a 2 ans, les photos de la femme blonde souriante en tenue de course, les vêtements dans le sac, tout correspondait. Elle savait avec une certitude qui la glaçait jusqu'aux os de quoi il s'agissait. Ses mains tremblaient tandis qu'elle cherchait son smartphone. « Tiens-le, Michael, dit-elle d'une voix ténue et tremblante. Ne le bouge pas, tiens-le simplement. » Michael, le visage pâle et sombre, tenait le sac en l'air. La lumière automnale filtrait à travers les arbres, illuminant son contenu inquiétant. Sarah prit une photo, le clic de l'obturateur étant anormalement fort dans le silence des bois. Puis une autre. Elle savait combien il était important de capturer les preuves telles qu'elles avaient été trouvées, avant qu'elles ne soient perturbées, avant que l'histoire qu'elle racontait ne soit altérée. Ils restèrent là un long moment, tous les deux avec le cochon, gardien d'une terrible découverte. Ils savaient qu'ils ne pouvaient plus y toucher. Ils devaient appeler la police. Le trajet pour rencontrer les agents était surréaliste. Ils laissèrent le sac là où il était, marquant l'endroit d'un ruban orange vif attaché à une branche d'arbre. Lorsqu'ils rencontrèrent enfin 2 adjoints du shérif du comté de Napa sur un chemin de terre isolé, leur récit se déroulait en un flot de phrases paniquées et fragmentées. Ils montrèrent aux agents les photos sur le téléphone de Sarah. L'un des adjoints, un inspecteur chevronné du nom de Dave Riley, ressentit un choc en voyant l'image. Il était inspecteur junior lorsque Veronica Ansley avait disparu. Il se souvenait des affiches, des recherches infructueuses, de la photo d'elle portant ce même haut rose et blanc. Il se souvenait de l'unique lacet rose. Ce n'était pas seulement une piste potentielle. C'était l'affaire révélée après 2 ans de silence. Cette découverte a créé une onde de choc au sein du département. Le silence de l'unité des affaires non résolues a été brisé. En quelques heures, le coin de bois isolé s'est transformé en une scène de crime majeur, délimitée par des kilomètres de ruban jaune. Des équipes de police scientifiques en combinaison blanche ont débarqué sur les lieux, effectuant une recherche minutieuse autour du vieux chêne. Le sac fut soigneusement exhumé, scellé dans un conteneur à preuve et transporté d'urgence au laboratoire de police scientifique de Sacramento. Au laboratoire, le travail commença immédiatement. Les vêtements furent soigneusement séparés et examinés. Sous la lumière crue du laboratoire, ils appartenaient indéniablement à Veronica. Le style, la marque, les couleurs correspondaient parfaitement aux photos fournies par David. L'attention s'est ensuite portée sur les preuves les plus cruciales, le préservatif et le tampon. Dans des laboratoires stériles, des scientifiques ont entamé le laborieux processus d'extraction de l'ADN, luttant contre la dégradation du temps et des éléments. Ils étaient à la recherche d'un fantôme, d'un profil génétique susceptible de donner un nom à l'ombre qui hantait cette affaire depuis 2 ans.
Toute l'enquête reposait désormais sur les secrets que renfermaient ces minuscules objets abandonnés. Le laboratoire de criminalistique du département de la justice de Californie, à Sacramento, opère dans un univers de précision stérile, un lieu où des traces microscopiques peuvent révéler les crimes les plus complexes. Pour les scientifiques médico-légaux chargés de l'affaire Veronica Ansley, le sac de preuves représentait à la fois un défi et une formidable opportunité. 2 années d'exposition à l'humidité, aux bactéries et aux variations de température du sol auraient facilement pu détruire tout ADN viable. L'équipe a travaillé avec une concentration silencieuse et intense, sachant que les espoirs d'une famille et d'un service de police reposaient sur leurs efforts. Les jours se sont transformés en une semaine. Puis la découverte est arrivée. Le laboratoire a réussi à extraire un profil ADN masculin complet et viable du préservatif usagé. L'échantillon était propre et intact. C'était une chance infime, mais c'était la meilleure chance qu'ils aient eue depuis le début des recherches. Le profil a été immédiatement téléchargé dans le système d'indexation ADN combiné, KDS, une vaste base de données nationale contenant les empreintes génétiques des criminels condamnés, des personnes arrêtées et des preuves non identifiées sur les scènes de crime. Le système lança sa recherche, comparant le profil à des millions d'entrées. L'attente fut interminable. Puis, une correspondance fut trouvée. Le profil ADN du préservatif correspondait à une entrée existante dans la base de données. Le nom qui s'afficha à l'écran était celui de Mark Jennings, un paysagiste de 45 ans vivant dans une petite maison de location sans prétention en périphérie de Napa. Son entrée à Cotu faisait suite à une condamnation vieille de 10 ans pour exhibitionnisme, un délit qui l'avait obligé à fournir un échantillon d'ADN. C'était une infraction mineure, mais pour les enquêteurs chargés de l'affaire, c'était un signal d'alarme flagrant. Les prédateurs commencent souvent par des actes modestes, puis s'intensifient. Le nom de Mark Jennings fit sensation au bureau du shérif du comté de Napa. L'inspecteur Riley et son équipe lancèrent immédiatement une opération de surveillance secrète. Ils consultèrent le dossier de Jennings. C'était un solitaire discret, sans famille proche, un homme réservé. Il dirigeait une petite entreprise indépendante d'aménagement paysager, ce qui lui donnait une raison légitime de sillonner le comté, y compris près des sentiers et des parcs. C'était un fantôme caché à la vue de tous. Pendant la semaine suivante, une équipe de surveillance a suivi Jennings à la trace. Depuis des voitures banalisées, il l'observait vaquer à ses occupations quotidiennes, faire ses courses dans une jardinerie, tondre des pelouses dans des quartiers résidentiels tranquilles, manger seul dans des restaurants bon marché. Sa vie semblait banale, presque pitoyable. Mais ils ont ensuite observé un schéma plus inquiétant. À plusieurs reprises, ils ont suivi son camion de travail déglingué alors qu'il roulait lentement devant divers sentiers et parcs du comté, notamment des zones de jogging populaires près du lac Hennessy et du parc Skyline. Il ne s'arrêtait pas, mais ralentissait son véhicule au ralenti, son regard s'attardant sur les joggeuses qui couraient le long des sentiers. Son regard était celui d'un prédateur, celui d'un chasseur évaluant sa proie. Son comportement était terriblement cohérent avec leur théorie. Il n'était pas seulement un paysagiste, c'était un traqueur. Munis de la correspondance Cotu et des images de surveillance accablantes, les détectives avaient largement de quoi obtenir un mandat. Ils avaient planifié l'opération avec un soin méticuleux. Ce n'était pas un homme qu'ils pouvaient prendre le risque d'effrayer. Par une matinée fraîche et brumeuse, juste avant l'aube, une équipe du SWAT a fait irruption dans la petite maison de Jennings. L'opération a été rapide et écrasante. Ils enfoncèrent la porte à coups de bélier, le bruit sec résonnant dans le quartier paisible. Jennings fut retrouvé dans son lit, réveillé en sursaut. Il n'opposa aucune résistance, son expression exprimant la confusion et la perplexité plutôt que la peur ou la culpabilité. Il fut menotté et conduit jusqu'à une voiture de patrouille qui l'attendait, le visage illuminé par les gyrophares rouges et bleus. Pendant que Jennings était transporté au poste, une équipe de police scientifique entreprit une fouille systématique de son domicile. C'était la maison d'un homme solitaire, simple et ordonné. Mais le monde numérique détenait ses secrets. Sur son vieil ordinateur, un analyste judiciaire a découvert un dossier caché, protégé par un mot de passe. À l'intérieur se trouvaient des centaines de photos,
toutes prises avec un puissant téléobjectif. Des clichés de femmes, spontanés et intrusifs. Les femmes ignoraient qu'elles étaient photographiées, leurs moments débat privés capturés et catalogués par un voyeur invisible. Parmi les dossiers figuraient des dizaines de photos de Veronica, certaines datant de plusieurs semaines avant sa disparition. Jennings était obsédé par elle. Dans la salle d'interrogatoire grise et stérile, Mark Jennings était assis en silence. Il contrastait fortement avec le monstre qu'ils avaient imaginé. Il était physiquement discret, avec des cheveux clairsemés et une silhouette souple et ventrue. Il répondait aux questions les plus simples par des mots simples, évitant tout contact visuel. L'inspecteur Riley commença par poser une photo de Veronica sur la table. Jennings y jeta un coup d'œil, son visage ne trahissant aucune émotion. Pendant des heures, il a tout nié. Il a prétendu ne jamais l'avoir vue auparavant, ne jamais avoir été sur ce sentier. Puis Riley a joué son atout. Il a glissé une copie du rapport de laboratoire sur la table. Ton ADN, Mark, a été retrouvé dans un préservatif enterré avec ses vêtements. Explique-moi. Jennings fixait le papier, sa façade commençant à se fissurer. Sa respiration devint saccadée. Il s'agita sur sa chaise, son calme se transformant en une attitude défensive crispée. Il n'avoua rien. Pas encore. Mais le déni cessa. Finalement, après une heure de questions patientes et acharnées, le barrage céda. La confession qui jaillit fut horrifiante, non par sa passion, mais par sa froideur et son détachement. Il parla de Veronica avec un sentiment d'appartenance glaçant. Il l'observait depuis des semaines, disait-il, mémorisant son programme de course. Il décrivit son fantasme, son obsession. Le jour de sa disparition, il l'avait attendu sur un tronçon isolé et envahi par la végétation du sentier, lui tendant une embuscade. Son récit de l'agression était monotone, mais c'est sa justification qui a véritablement choqué les détectives chevronnés. Elle l'a cherché, a dit Jennings, la voix dénuée d'émotion. Courir comme ça dans ses vêtements courts, c'est tellement beau. Ce n'est pas ma faute. Un homme a ses limites. Il avoua l'avoir tuée lorsqu'elle s'est défendue, l'étranglant dans un accès de rage. Il enterra ensuite ses vêtements à un endroit et son corps à un autre, un geste calculé pour faire échouer toute enquête. Veronica était toujours portée disparue. Dans le cadre d'un accord de plaidoyer visant à exclure la peine de mort, Jennings accepta de les conduire jusqu'à son corps. Le lendemain, un cortège sinistre de véhicules de police suivit les indications de Jennings et s'enfonça dans une autre zone encore plus reculée du Napa Wilderness, à des kilomètres de l'endroit où les Petrov avaient trouvé le sac. Il désigna un endroit sous un bosquet de lauriers. Après des heures de fouilles minutieuses, les restes de Veronica ont finalement été retrouvés. Elle rentrait chez elle. L'enquête ne s'est pas arrêtée là. Les centaines de photographies retrouvées sur l'ordinateur de Jennings sont devenues une énigme obsédante pour les détectives. Tout en cataloguant méticuleusement les images, ils ont commencé à recouper les femmes présentes avec des cas de disparition non résolus dans les comtés voisins. Ce travail était minutieux, il fallait associer les visages, les vêtements et les lieux. Puis vinrent les découvertes terrifiantes. Un porte-clés tortue de mer, visible sur un sac à dos sur une photo, correspondait à la description d'un objet appartenant à une étudiante de 22 ans disparue alors qu'elle promenait son chien dans un parc du comté de Soma 5 ans plus tôt. Sur une autre image, une femme portait une boucle d'oreille en argent unique dont les membres de la famille ont confirmé qu'elle appartenait à une autre femme disparue un an auparavant. L'horrible vérité s'imposa. Mark Jennings n'était pas un tueur opportuniste ayant commis une erreur fatale. C'était un prédateur en série qui chassait dans les collines du nord de la Californie depuis des années, photographiant méthodiquement ses victimes avant leur disparition. Sa vie tranquille, une couverture parfaite pour le monstre qui se cache à l'intérieur. La nouvelle fut annoncée à la famille de Veronica dans le calme de leur salon. C'était la réponse qu'ils attendaient depuis 2 ans, tout en la redoutant. L'incertitude avait disparu, mais elle fut remplacée par une certitude brutale et dévastatrice. Mark Jennings fut condamné à plusieurs peines de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Il mourait en prison.
Pour les familles de ces victimes, ce n'était pas justice. Pas vraiment. Rien ne pouvait ramener leurs proches. Mais c'était une fin. L'ombre qui traquait les sentiers avait finalement été ramenée à la lumière, et les bois, pour l'instant, étaient à nouveau en sécurité. L'arrestation et les aveux de Mark Jennings ont semé le choc et la peur dans les communautés soudées de la Napa Valley. Ce n'était pas un monstre venu d'une ville lointaine, mais un homme du coin, un visage familier et discret qui évoluait silencieusement parmi eux. Ces sentiers tant appréciés, autrefois considérés comme des refuges et des havres de paix naturelle, ont soudainement été transformés en terrain de chasse. L'histoire a dominé l'actualité locale pendant des semaines. Les joggeuses et les randonneuses ont parlé d'un malaise nouveau, de regarder par-dessus leur épaule les sentiers qu'elles avaient autrefois parcourus sans y penser à deux fois. Cette affaire a été un catalyseur de changement. Suite aux révélations, les autorités locales et les services des parcs ont dû faire face à une forte pression publique pour améliorer la sécurité. Les réunions publiques étaient bondées de citoyens inquiets exigeant des mesures concrètes. En réponse, le service des parcs du comté de Napa a considérablement renforcé les patrouilles des gardes forestiers sur les réseaux de sentiers les plus fréquentés. Il a débroussaillé pour améliorer la visibilité et, grâce à une technologie plus avancée, a commencé à installer des bornes d'appel d'urgence alimentées par l'énergie solaire au point de départ des principaux sentiers, notamment le CHNH5 Sense. Ces changements sont le résultat direct de la tragédie de Veronica, une tentative d'une communauté de retrouver son sentiment de sécurité. Des mois plus tard, après la fin des procédures judiciaires, Veronica Ansley a finalement été inhumée. La cérémonie s'est déroulée dans l'intimité, en présence de sa famille et de ses proches, qui ont partagé des souvenirs de sa vitalité, de son rire contagieux et de son dévouement indéfectible. Mais la communauté avait besoin d'un moyen public de faire son deuil et de se souvenir. Le club de course dont elle faisait partie, en collaboration avec sa famille, a collecté des fonds pour inaugurer un banc commémoratif à son nom. Il a été placé au début du sentier CHNH, positionné de manière à surplomber le début du sentier qu'elle avait tant aimé. L'histoire de la disparition de Veronica et de la capture de son meurtrier est une sombre tapisserie, tissée de fils de tragédie, d'obsession et de travail policier. Mais il est impossible de le dire sans reconnaître le fil conducteur final, improbable, celui du pur hasard. La résolution reposait sur une série d'événements si improbables qu'ils confinaient au miracle. Si Michael Petro, le chef à la retraite, n'avait pas choisi ce coin de bois isolé pour sa chasse aux truffes ce matin d'octobre, si sa truie, au groin vif et déterminé, n'avait pas été attirée à cet endroit précis, sous le vieux chêne, si elle n'avait pas creusé avec une insistance inhabituelle, si Michael et Sarah n'avaient pas compris la gravité de leur découverte et n'avaient pas eu la présence d'esprit de préserver les lieux, si l'un de ces événements ne s'était pas produit, le sac plastique contenant la clé de tout le mystère serait peut-être resté enfoui dans la terre pendant des décennies, ses secrets se décomposant lentement. Mark Jennings aurait continué son existence tranquille et prédatrice, faisant peut-être plus de victimes, son sombre passe-temps caché derrière le masque d'un paysagiste solitaire. C'était un rappel brutal que parfois, dans la quête de justice, l'indice le plus crucial peut être découvert non pas par la technologie ou la médecine légale, mais par l'instinct simple et persistant d'un animal à la recherche d'un trésor dans la terre.